mesdames et messieurs, fidèles au poste, comme à l'accoutumée chaque mercredi, entre nous de la presse pour débattre de moments forts de l'actualité. Aujourd'hui, vraiment, si les temps le permet, nous allons parler de la situation à Brazzaville qui a prévalu à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Ce sont les deux capitales les plus proches de la terre. Donc, ce qui se passe à Brazzaville impacte nécessairement sur la ville de Kinshasa, comme l'a si bien dit un de nos confrères. Tension à Brazzaville, inquiétude à Kinshasa. Les Kinois, plus que jamais angoissés, craignent une nouvelle vague de réfugiés dans leur ville. Donc, ce qui se passe à Brazzaville impacte vraiment sur notre capitale, Kinshasa. Nous allons parler de la résolution 2277 des Nations Unies et nous allons terminer par la candidature probable de Moïse Katumbi, la proposition du G7. La proposition du G7, ils ont proposé, comme vous le savez, Moïse Katumbi comme probable candidat à la présidentielle en 2016 ou en 2000, quand il y aura les élections. Aujourd'hui, je suis avec des excellents confrères. Je suis avec Jean-Jeff Mwanza de Vision Info. Bonjour Jean-Jeff. Bonjour Paulette. Très heureuse de vous revoir encore sur ce plateau. Je suis avec Pius Romain Roland du groupe L'Avenir. Bonjour Pius. Bonjour Paulette. Ça fait toujours plaisir de recevoir une intelligence de mon pays et je vais terminer par Joël Cadet d'Impact News. Très heureuse d'être avec vous Joël. Je ma sœur. Voilà une précision de taille, tous font partie du groupe Journalistes en Action. Donc pour vous dire que la fine fleur de l'intelligence, eh bien, ça se retrouve dans Journalistes en Action. Donc la situation à Brazzaville, Jean-Jeff, tension à Brazzaville, inquiétude à Kinshasa. Alors nous sommes réveillés avec des informations assez angoissantes ces dernières 48 heures, mais maintenant c'est calme à Brazzaville, tout est rentré dans l'ordre. Oui, je dirais tout est rentré dans l'ordre après avoir, n'est-ce pas, communiqué avec quelques amis sur place, mais aussi certaines autorités. Parce qu'hier déjà, il y a une déclaration du gouvernement qui avait été rendue publique. Par Thierry Mungala. Par Thierry Mungala, le ministre, le porte-parole du Leur gouvernement. Lambert Mende, en fait. Exactement. Mais entre-temps, les quartiers, n'est-ce pas, sud, sont restés calmes parce qu'il a été demandé aux populations de venir vers Montali parce qu'il y avait encore quelques inquiétudes de l'autre côté. Mais il faut dire que c'est consécutif, n'est-ce pas, à la publication des résultats de l'élection présidentielle du 20 mars. Il y a eu des mécontents. C'est vrai que certains candidats ont, n'est-ce pas, accepté leur défaite, mais certains n'ont pas... Comme Kolela, Kolela qui était deuxième avait accepté sa défaite. Tati Mabiala, un bon nombre de candidats avaient accepté leur défaite, mais il y avait en particulier Moukoko, Jean-Marie Moukoko qui était troisième, déjà qui, pour lui c'était prévisible, hein, il fallait suivre sa campagne. Tous les autres candidats avaient les projets de société. Jean-Marie Michel Moukoko n'avait pas de projet de société. Il lui disait à la population, votez, moi je vais le faire partie des forces. C'est-à-dire que lui, en tant que général d'armée, il est trop sûr d'avoir des militaires qui croient encore en lui. Et c'est justement à cause de ça qu'on peut aujourd'hui parler de... Une précision de taille, la Cour constitutionnelle du Congo-Brazzaville a rendu public les décision résultats. finale. Ils ont avalisé est élu président du après, Congo. n'est-ce pas, l'élection du 20 mars. Tension à Brazzaville, Pius Romero, là, c'est consécutif aux élections. On se pose la question si en Afrique, chaque fois après les élections, eh bien, nous allons revivre les mêmes situations. Nous, on a vécu ça en 2011, hein, si je ne me trompe pas, ou 2006, non? 2007. 2011 aussi. 2011 aussi, un tout petit peu. Ça sera toujours comme ça, après les élections, des tensions? Je pense que l'Afrique est tentée par un des mots de la guerre et qu'il faudrait qu'on s'interroge sur le plan spirituel devant Dieu, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette terre des hommes, cette Afrique retrouve un peu la paix. Est-ce qu'il faudrait-il pour servir la nation qu'il faut nécessairement être président de la République? Est-ce qu'il faudrait-il, n'est-ce pas, que lorsque vous perdez les élections, vous vous dites démocrate? Un des démocrates, c'est celui qui accepte la volonté des uns et des autres. Si les élections sont libres, transparentes et démocratiques, certains estiment que ce n'est pas le cas. Ils ont le droit de dire que ce n'était pas le cas. Madame, je vous en prie. Madame, l'Afrique, c'est une terre traditionnelle. Au départ, on nous a importé la démocratie, qui n'est pas notre science. Tu comprends? Pour que certaines habitudes sortent des âmes des humains, il faut du temps. L'Occident,
l'Occident a déjà dépassé la monarchie. Et ici, chez nous, il y a encore ce sang monarchique-là. Donc les présidents africains se considèrent comme des petits rois. Ils se considèrent comme des petits rois qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Ils se considèrent comme des monarques. Ce qui n'est pas bon non plus. Ce qui n'est pas bon. Ils se considèrent comme des démocrates. En réalité, ils ne le sont pas. Alors, dans ce cas d'espèce, lorsque pour un résultat des urnes, aux États-Unis, c'est 48 heures après. Hein. On proclame. En France, d'ailleurs, c'est le même jour, si je ne me trompe pas. C'est le même jour. C'est le soir, d'ailleurs. Ici chez nous, ça nous prend 1 mois, 2 mois, juste pour créer des contestations. Les contestations des gens qui luttent pour avoir des postes, en réalité, ce n'est pas pour la population. Tout le monde parle du peuple. Et moi, j'ai toujours interrogé ma conscience et interrogé les peuples qui me suivent. Quand est-ce qu'on vous a posé la question? Je n'ai jamais eu cette question. Tout le monde vient au nom du peuple. Je me suis présenté au nom du peuple. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui s'est présenté au nom d'un animal. Tout le monde se présente toujours au nom du peuple. Et au finish, c'est la guerre. Et lorsqu'il y aura guerre, jamais leurs femmes ne seront touchées. Jamais leurs enfants ne seront touchés. Et au moment où je te parle, poser la question à ces peuples naïfs, qui croient que ces gens parlent à leur nom, où se trouvent les femmes, les enfants, les cousins de ces gens-là. Et lorsqu'ils vont composer les cabinets politiques, poser au peuple, quand est-ce qu'ils iront dans le peuple, puiser les intelligences pour mettre dans leur cabinet? Ce sont les cabinets qui seront composés de leurs copines, de leurs nièces, de leurs jeunes frères, leurs amis, leur cercle. Alors, je me dis, ce qui se passe à Brazzaville, ça nous interpelle. Pourquoi? Brazzaville, ce n'est pas une injure. Hein? Ce n'est pas une injure, c'est un même peuple. Les Congolais de la RDC considèrent Brazzaville comme l'une de leurs provinces. Pas en mal. Ce sont des gens qui partagent les mêmes valeurs culturelles, les mêmes valeurs intellectuelles, les mêmes valeurs linguistiques. Ce qui touche Brazzaville, vous l'avez dit, nous avions connu le nôtre ici. Si je me rappelle, c'était le 22-23 mars 2007. En plein Kinshasa. Brazza était touché. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mortiers qui partaient de Kinshasa, qui tombaient à Brazzaville. Et il y avait des Congolais de Kinshasa qui ont traversé pour Brazzaville. C'est qu'ils ont créé une autre démographie à Brazzaville. Sur le plan économique, ça touche ces pays. Et que cela se passe encore chez nous. Nous en avons connu. Moi, je me rappelle, c'était avant Musée, lorsque Brazzaville... 97. La guerre de 95 à Brazzaville. À Brazzaville. J'ai reçu 7 familles brazzavilloises chez moi à la maison. Et vous ne savez pas les coûts économiques, comment ça me tombe. Donc, tous ces éléments-là, moi je me dis, il faut que le Brazzavillois, mes frères, taisez les armes. Les armes ne résolvent rien. Vous qui soutenez ces gens-là, leurs femmes, leurs enfants, ne sont pas devant les caméras. C'est vrai que Pius Rommel a dit, les armes ne résolvent rien, mais bon, si c'est peut-être le seul langage, je permettais l'expression, qu'on entend, qu'on écoute, parce que quand on parle calmement, il paraît qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. Alors, la situation à Brazzaville, c'est vrai que les Kinois ont peur, ils se disent que nous, ce sont une nouvelle vague de réfugiés à Kinshasa. Je me demande s'il y en a même qui ont déjà traversé, parce que de toutes les façons, nuitamment, il y en a qui traversent et tout ça. Alors, la situation à Brazzaville, c'est là... C'est un peu le miroir de ce qui risque de se passer chez nous? Bien avant de répondre à ce qui pourrait arriver chez nous, qui est prévisible et qui peut arriver certainement, parce que dans vos questions, il y a déjà des réponses, il faut d'abord dire ceci. Ce n'est pas toute l'Afrique, Pius, Romain et Roland. Ce n'est pas toute l'Afrique. Parce que les Ghana, là, ce n'est pas le Yémen. Les Ghana, c'est en Afrique. L'Afrique du Sud, il y a un chef de l'État dont la Cour constitutionnelle a jugé, vient de juger et d'établir sa culpabilité. Un chef de l'État a demandé pardon. Hier, la situation s'est passée hier. Peut-être, parce que je n'ai pas l'information encore avec moi, il peut être déjà destitué au moment où nous parlons ici. C'est en Afrique. La Namibie, là, c'est ici en Afrique. Le Malawi, c'est ici en Afrique. Une présidente en exercice a organisé les élections et les a perdues et a accepté sa défaite. C'est en Afrique. La Zambie, la Tanzanie, c'est ici en Afrique. Partout là, il n'y a pas de problème. Mais il y a des problèmes. Non, seulement là où il y a des présidents qui viennent
pour voler leur peuple, qui ne gèrent pas bien. Ce sont les mauvais gestionnaires qui ne veulent pas, qui ont peur de que l'on puisse jeter un coup d'œil dans les rétroviseurs. Et Zuma qui part aujourd'hui, il a bien géré. Voyez, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non. Organiser les élections n'est pas un élément essentiel pour dire qu'il y a la démocratie. Il faut ça qu'on se le tienne pour dire. Donc, c'est pour vous dire que ne pose de problème, Madame Paulette, que ceux qui, lorsqu'ils entrent au pouvoir, tuent, volent leur peuple, violent leur peuple, violent les textes. Ces gens ne respectent pas le texte. Ce changement de la Constitution massacrent leur propre population. Il y a eu dialogue au Congo-Brazzaville, si je ne me trompe pas, et il y a eu une modification de la Constitution qui a permis à ce que Denis Sassou Nguesso se représente pour la 3e fois. Donc le peuple a choisi, il y a eu référendum, si je ne me trompe pas. Donc le peuple a donné son choix, il a dit que Denis Sassou Nguesso se représentait pour Madame, s'il vous plaît, Madame, je vous en prie. Je dis ceci, je vous ai donné les cas de quelques pays. Le Ghana, c'est en Afrique. Lorsque ces gens entrent au pouvoir, ils savent que, parce que personne, en venant au monde ici, ne savait pas, même nous tous ici, personne ne savait quand on avait 12 ans qu'on allait être des journalistes. Peut-être des petites ambitions, quand on discutait, on pouvait dire non, comme il parle un peu bien, il écrit bien, je serai journaliste. Non, mais personne ne savait que tu vas devenir président, tu vas le devenir. Je suis content et je serai heureux parce que c'est moi qui serai le directeur de cabinet, c'est moi qui serai le ministre paix. Donc je serai très heureux. Mais ce que je dis, c'est quoi? Quand tu entres dans le pouvoir, retiens qu'il y a un temps. Et ce temps-là, Dieu te l'a donné, c'est pour gérer, c'est pour marquer le temps. Vous savez, ma chère, la Bible déclare, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé au 4e jour les étoiles. Lorsqu'il a créé les étoiles, la grande étoile, le soleil et la lune, c'est pour marquer le temps. C'est pour marquer le temps dans le bien. Ce n'est pas pour tuer, ce n'est pas pour massacrer, ce n'est pas pour voler. Mais lorsqu'on a volé, lorsqu'on a détruit, comme Sassou Nguesso, il ne peut pas partir parce que l'affaire du beach, les disparus de Beach Ngobila, le pourchasse, l'affaire des détournements, tout ce que vous avez entendu, on a dénoncé. En France, il est d'ailleurs poursuivi par la justice française. Donc, on a peur. Avec l'affaire dont on vient de parler ici, Panama Papers ici. C'est ce qui pose de sérieux problèmes pour nos frères qui ont déjà détruit, qui ont tué, qui savent que non, après ça, on va le poursuivre. C'est ainsi que vous le voyez. Tripoter le texte constitutionnel, tripoter tout, et vouloir qu'il reste là et qu'il meure au pouvoir. Et comme ce sont des buveurs du sang, qu'est-ce que vous voulez? Et je voudrais, avant que vous ne preniez la parole, très cher confrère, vous avez été à Brazzaville, je sais que vous maîtrisez bien la question mieux que moi. Je voudrais dire une autre chose, c'est quoi? C'est lorsque je ne crois pas que ça puisse être le mécontentement des opposants. Lorsque je pense que ça peut également être un montage de Sassou Nguesso, tout simplement pour faire arrêter quelques individualités dans l'opposition. Alors, on provoque. Mobutu l'a fait ici plusieurs fois. Nous avons assisté à plusieurs coups d'État. Nous en avons connu. Nous sommes historiens du présent, nous le savons. Il peut également organiser cela pour dire que c'est tel, c'est tel, c'est tel. Alors, on les arrête. Vous connaissez, ce sont les méthodes dictatoriales. Je vois que votre sang bouillonne. Oui, quel est le rôle? On évolue. Hein. Le rôle de la France dans cette situation. C'est vrai que la France a été à fond quand il y a eu changement de la Constitution au Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, avec cette situation, quelle est la position, vous qui sillonnez le couloir de Brazzaville, la position officielle de la France face à cette situation? Déjà, lorsque les Congolais ont voté oui au référendum, François Hollande, le président français, a dit que Sassou était libre de consulter son peuple. Mais je vais revenir d'abord sur ce qu'a dit Joël. Certains dossiers dont tu fais allusion, notamment à la question du beach, nous savons que le général Dabira a été lavé de tout soupçon. Lavé de tout soupçon, tout ça. Mais quand il dit que ce sont ces chefs d'État, après avoir tué, après avoir volé, refusent de quitter le fauteuil parce que sachant que leur suite... Peut-être la CPI les a exactement. Aussi. Je vais lui rappeler que Denis Sassou Nguesso avait quitté le pouvoir après avoir été battu par l'Issouba. Le problème ici, notre opposition en Afrique, pour ce qui concerne ce pays de l'Afrique centrale, ce pays dont il fait allusion, aime trop chanter la victoire avant la guerre. On ne prépare jamais cette victoire. Les opposants brazzavillois ont perdu l'élection présidentielle depuis le référendum. Ils ont demandé à la population de ne pas aller voter. Nous connaissons la suite. Et même lorsqu'on est allé voter le 20 mars 2016 pour Denis Sassou Nguesso, c'est vrai que les candidats étaient au nombre de 9. Quel avait été le taux de participation?
c'est là où il faut aussi dire vrai. On est allé voter oui. Moi, j'ai été, pendant la campagne électorale, à Brazzaville jusqu'à la publication des résultats, j'ai été à Pointe-Noire, j'ai été à Djambala, j'ai été à Gamboma. J'ai vu moi-même comment s'est déroulée la campagne électorale des différents candidats. Est-ce que ces candidats avaient les moyens? Est-ce qu'on n'utilisait pas les moyens de l'État aussi? Là n'est pas le problème. Il y a eu un engouement. Tout le monde avait la population derrière lui. Par exemple, Mokoko lui était premier à Pointe-Noire, avant la campagne électorale. Et lorsqu'on a publié aussi les résultats, c'était pareil. Mais les problèmes se posent à quel niveau? Là où l'opposition a battu Sassou Nguesso, c'est avec quel taux de participation? C'est avec quel nombre d'électeurs? Et là où Sassou a battu l'opposition, c'est avec quel nombre de participation, quel pourcentage de participation et combien d'électeurs? Et lorsqu'on fait la sommation de tout, on trouve que Sassou a gagné à la fin. Et vous pensez qu'il doit dire non, non, je n'ai pas gagné parce que Moukoko m'a battu à Pointe-Noire? Je n'ai pas gagné parce que Parfait Kolela m'a battu dans le sud de Brazzaville? Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'opposition a 32 ans au pouvoir. C'est vrai que vous nous dites un peu comment ça se passe, mais 32 ans au pouvoir, c'est pas trop aussi pour un chef d'État qui a déjà tout donné en fait. On connaît presque le bilan. Qu'est-ce qu'a fait Sassou depuis 1978? Moi j'étais en deuxième primaire quand Sassou Nguesso était devenu président. Aujourd'hui j'ai 45 ans, il est toujours président. J'ai posé cette question. Le timing des présidents africains. J'ai posé cette question au Brazzavillois. Certains disent que vaut mieux Sassou que tous ces gens-là. Certains disent. Je sais de quoi je parle. Je vous en prie. Cette façon de voir les choses n'est pas la même entre tous les Congolais de Brazzaville. Mais la majorité estime que Sassou pouvait d'abord continuer. Parce que ceux-là qui viennent ne viendront pas, n'est-ce pas, les rapporter, comment dirais-je, du miel ou du lait. Non. Ceux qui s'opposent à Sassou aujourd'hui ont travaillé avec Sassou. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'allaient pas faire, qu'ils allaient faire une fois remplacé Sassou? Pius Romain, voilà, nous revenons dans le timing. Sassou Nguesso, 32 ans de pouvoir. Est-ce que c'est pas assez? On se pose la question. Depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui 2016, qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso va encore apporter de plus à la population congolaise? Lorsque j'ai dit ici que les Africains ont encore un sang monarchique, mon frère a récusé cela. Il m'a donné l'exemple des autres nations. Ces autres nations africaines, tout à fait normal. Ces autres nations africaines ont connu ce que nous connaissons ici. Lorsque la RDC était dans la paix, avec Mobutu, aux côtés de nous, ça bouillonnait. Et lorsque les autres mettent la paix chez eux, chez nous, ça bouillonne. Je donne les... Mon frère vient de le dire clairement ici. Tout est parti du référendum. Sassou a consulté le peuple. Que vous parlez du temps, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il fasse autant d'années. Mais vous savez que le pouvoir, c'est la drogue. Même vous qui êtes là, même Kadé qui est là, aujourd'hui, président de la République, moi, puis son frère, j'entre dans l'opposition, ma femme va fuir. Il ne va pas me laisser. C'est comme une drogue, c'est dans l'esprit. Mais il y a des textes pour ne pas arriver à ça. Il faut on a voté des textes 2 mandats, une seule fois. On a des textes pour ma soeur, qu'on s'enivre comme ça du pouvoir. Ma soeur, je suis. Alors à quoi ça sert les textes? Ma soeur, je suis tout à fait d'accord avec toi que nous devons respecter le texte. À chaque fois ça vous chante, vous changez les constitutions. Mais en tant qu'Africain, les malheurs de ces pays-là, c'est lequel? C'est que la population sur laquelle ces dirigeants se réfèrent n'a pas une culture des textes. On l'emballe dans un bateau, on lui propose quelque chose. Je vous donne l'exemple, ici chez nous. Nous avons le problème du fichier électoral. La RDC n'a pas un corps électoral. Mais il n'y a pas longtemps, au mois de janvier, les peuples étaient dans la rue. On veut prolonger les mandats sous derrière les recensements. Qui leur a dit? C'est ceux qui demandent à nous diriger demain. Et c'est ça ce que j'ai toujours dit. C'est que les autres sèment dans la population, qu'ils mettent en tête que demain, quand ils seront au pouvoir, ils subiront les mêmes sorts. Ils ont créé l'incivisme au sein de la population. Et c'est ça justement ce que nous dénonçons en Afrique. Prenons le cas de la Libye. Qui ne rêvait pas d'aller en Libye? Kadhafi a fait combien d'années en Libye? 40 ans. 40 ans.
Qu'est-ce qu'il a fait de la Libye? C'était un paradis africain. Mais c'est comme ça qu'on reproche au chef d'État. Qu'est-ce que le Congo-Brazzaville a d'extraordinaire? S'il vous plaît. Qu'est-ce que la RDC a d'extraordinaire? Puisque vous m'avez posé le temps. Comparaison n'étant pas raison, je vous en prie. Vous m'avez posé la question sur le temps. Je te réponds sur le temps. Le temps qu'a mis Kadhafi il a fait de la Libye un petit paradis. Le temps qu'a fait Saddam Hussein au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, par la force de ceux qui veulent nous apprendre la démocratie, qu'est-ce qu'ils ont rendu ces pays-là? C'est un rempart de chacal. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la Libye? Revenons, comparaison notre comparaison. Éclairons l'opinion. Pius a dit, Kadhafi, 40 ans au pouvoir, la Libye était un paradis, Saddam Hussein mêmement. Mais nous comparons. Denis Sassou Nguesso, 38 ans au pouvoir, quelle est l'image du Brazzaville? Quelle est l'image du Congo? En tout cas, Brazzaville n'a pas l'image. Madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le Brazzaville a fait il y a 10 ans? Est-ce que ce ne sont pas les Kinois qui disent, s'il vous plaît, non, je réponds une parenthèse. Est-ce que ce ne sont pas les Kinois qui disent les Brazzavillois vivent mieux que nous? Et aujourd'hui, j'ai suivi un économiste qui parlait du PIB de Brazzavillois par rapport à nous. Nous avons un PIB, je pense, de 1,5 $. Et le Brazzavillois, c'est 5 $. Okay. Or, dans le temps, il n'en avait pas. Non, je ne fais pas de la propagande, moi je fais l'analyse. Madame Pauline, s'il vous plaît, parce que vous avez parlé de la Libye, vous avez parlé de l'Irak. Je voudrais juste prendre ces deux cas-là. Est-ce que savez-vous que Saddam Hussein, comme Kadhafi, avaient le droit de la mort et de la vie sur leur peuple? Savez-vous le discours qu'a tenu Kadhafi? Je suis bien d'accord sur les progrès qui peuvent être réalisés. Savez-vous que Saddam Hussein appelait sa propre population des Bapuku, Bampagna? Non. Comment un dirigeant peut se permettre ça? C'est lorsqu'on a longuement duré au pouvoir qu'on se croit devenir Dieu sur son peuple. Je suis tout à fait d'accord. La longue durée de vie d'un président au pouvoir use ce pouvoir-là et use son détenteur. Donc, j'ai dit bien, la longue durée, ça use le pouvoir et ça use les détenteurs. L'alternance est même dans les plans de Dieu, madame. Le Seigneur fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'est Moïse qui les fait sortir. D'ailleurs, qui les a invités? C'est Joseph. Joseph cède le bâton à Moïse. Il dit, lorsque vous prendrez les ossements, il faudrait, lorsque vous partirez de ce pays, en tout cas, ne laissez pas mes ossements ici. Là, Joseph déjà comprend l'alternance au pouvoir. Et Moïse prend le peuple. Dieu dit à Moïse, regarde, la terre promise, mais tu ne vas pas y entrer. Mais c'est Josué qui y entre. Ça veut dire quoi? Ça crée une sorte d'émulation. Et vous allez voir que tous les successeurs des grands maîtres ont fait mieux que leurs maîtres. Vous allez voir que Moïse, pour traverser la mer Rouge, il a dû frapper les bâtons, mais Josué, il a tout simplement touché l'eau. Donc vous comprenez, c'est merveilleux. Et Moïse n'avait jamais assisté à la destruction d'une ville sans armes, comme Jéricho. Mais Josué était là, en train de chanter, de crier, pendant que Jéricho tombait. Et ils sont entrés. Et vous allez voir que Élie et Élisée, pour aller plus loin, Élisée a fait plus le double des miracles de Élie. Donc vous comprenez, c'est-à-dire l'alternance crée une sorte d'émulation. Quand celui qui va remplacer Joseph Kabila, si c'est Mama Olive, si c'est Obé Minakou, il cherchera à mieux faire, il cherchera à aller plus loin. Et ça impulse la démocratie et le développement. Mais lorsqu'on reste longtemps au pouvoir, on peut faire toutes les chansons possibles en faveur de Sassou ici. Moi, j'ai chez moi à la maison. Lui a déjà été chez moi à la maison, lui a déjà été chez moi à la maison. Il a trouvé que j'ai des amis, des enfants brazzavillois chez moi. J'ai adopté des enfants brazzavillois chez moi. Ils ne vous diront pas ce qu'ils sont en train de dire. Les brazzavillois vivent mal que les Quinois. Ça, il faut le savoir. Mais alors, c'est justement pour vous dire que, voyez le Ghana, voyez l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud commence à faire partie de G20. C'est-à-dire, lorsqu'on respecte la démocratie, même l'économie, là, elle est boostée. Et vous avez un mot à dire dans le Conseil des Nations. Aujourd'hui, où est devenue la RDC, qui était le pays le plus consulté en Afrique à partir de Mobutu. Mais vous comprendriez que ce qui nous a reculé, c'est la guerre. Ce qui nous a reculé et qui nous reculera,
c'est lorsqu'on ne veut pas mettre en pratique l'alternance. Je vous dis que l'alternance, elle est des dieux et c'est le respect des textes. La Constitution, c'est un pacte social pour établir la paix dans une société. Et lorsqu'on viole cette Constitution, j'ai peur, et je donne ma main à couper, j'ai peur que Sassou ne finisse ce mandat. Nous allons pas... S'il vous plaît, madame. S'il te plaît, accorde-moi 3 minutes. Accorde-toi 3 minutes. 3 minutes, c'est trop. S'il vous plaît. Non, c'est trop. Bon, ok, même 2 minutes. C'est trop même. Ce que Kadé a dit, c'est tout à fait normal. L'alternance sur le plan divin, c'est tout à fait normal. Même politique. Je vous en prie. S'il vous plaît, quand vous constatez de Joseph, Moïse, Josué, ce sont les gens d'abord qui ont des valeurs. N'est-ce pas? Le nôtre ici. Non, pas de valeurs. Les nôtres ici, qui au lieu d'abord dans leur parti politique, là où il y a la grande difficulté, de cultiver ces valeurs-là, qui peuvent leur permettre à nous, dans la société, de le mettre sur le poste où qu'ils peuvent diriger ces pays. Mais nous le savons, nous vivons avec vous. Si on veut fouiner leur vie, ils présentent quelle vie? Ça ne sert à rien. Les textes sont déjà établis. Les textes ne définissent pas la vie privée des individus, très chers confrères. Mais ça, c'est un problème de texte. Nous devons respecter le texte que nous avons convenu ensemble. Je suis tout à fait d'accord de respecter le texte. Sassou a consulté, s'il vous plaît, Sassou a consulté le peuple qui est naïf, qui ne sait pas respecter la Constitution. Mais ses adversaires, qu'ont-ils fait devant ces peuples pour barricader? Aujourd'hui, l'Occident, si Sassou est là, vous savez que même aujourd'hui, tu l'as dit en aparté, si Kabila ouvre aujourd'hui, président de la République, que je le dise ouvertement, il ouvre l'économie congolaise à la France, aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, aux pays occidentaux. Tu penses qu'il va partir du pouvoir? Mais on en a ouvert aux Chinois. Non, mais parce que vous voulez. Mais c'est ça la guerre. Parce que c'est ça la on a ouvert aux Chinois. Et nous sommes perdants. La Chine n'est pas la France. Nous sommes perdants. Le peuple est perdant. Dans tout ça. Je vais dire un mot. Joël Kadé doit savoir que tout ce qu'il dit c'est vrai. On doit quand même faciliter, permettre à l'alternance dans nos différents. Tout à fait d'accord. Mais la démocratie, c'est aussi la loi de la majorité. Nous sommes. Mais l'alternance, c'est pas seulement opposition et majorité. L'alternance peut se faire. Mais dans sa propre famille. Ça soit des enfants, il pouvait laisser Claudia le remplacer. Non, pas enfant biologique, nécessairement. Non, il peut même le laisser. C'est pas un problème. Nous sommes 4 autour de cette table. Si on était 5 et 3 décident à ma défaveur, je vais m'incliner. C'est ça la démocratie. On peut bien changer la constitution, on peut bien vouloir violer les tests. Mais si la classe politique prépare la population à dire non. Cette population avec des valeurs, la personne en question partira. C'est ce qui est arrivé au Sénégal. Avec il a changé la constitution. Mais il est parti. Mais il y a un mouvement de masse. Le Sénégal, les gens sont. Non, avec quel organe? Le peuple est mature. Elle a été consultée. Elle a dit non. Ici chez nous. La politique amène le peuple à la maturité. On arrête avec cette politique avec de la contestation. Oh, ça c'est encore notre père de marché. On prépare la contestation. Il faut bien préciser à cette population, l'alternance n'est pas seulement opposition, majorité au parti au pouvoir. L'alternance peut se faire dans votre propre famille politique. Là, il faut souligner. Nous allons maintenant aux Nations Unies. On a voté la résolution 2277, une résolution mi-figue, mi-raisin selon le maximum. John-Jeff Mwanza, la MONUSCO, ça y est, ça reste. Donc, vu la situation actuelle, la MONUSCO ne partira jamais de la RDC. La MONUSCO ne partira pas seulement parce que la situation actuelle est telle que nous la connaissons, mais la MONUSCO ne partira jamais parce qu'ils ont un plan au Congo. Quel plan? Balkanisation. Balkanisation de la RDC. Qui oublie ça? Personne ne l'oublie. Bon, c'est ça le rôle de la MONUSCO. Mais ce n'est pas trop fort, tu ne le sais pas. Qui ne sait pas que les hostilités, qui ne sait pas que les tensions que nous avons toujours enregistrées dans la partie est de notre pays, c'est provoqué par la MONUSCO et entretenu par la MONUSCO. Vous avez des preuves, c'est quand même trop fort ça. Vous avez des preuves, c'est très grave. Je vous en prie, je vous en prie. Non. Je vous en prie. Vous avez des preuves. Ils alimentent les conflits. La MONUSCO alimente les conflits.
lorsqu'on a attrapé comment dirais-je, les éléments de la MONUSCO avec les uniformes des FARDC, ils ont donné leur explication. Ce sont des explications qui ne tiennent pas, Madame Paulette. Il ne faut pas qu'on continue à nous voiler la face jusqu'à ce stade. Et ils sont là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais on veut faire voir, non, ils sont là parce qu'ils doivent sécuriser les élections. Qui dit que s'il y a élection en 2016, en 2017, la MONUSCO va partir? C'est faux. Nous gagnons le temps. Plus, Romain Roland, c'est vrai que cette guerre entre le gouvernement et le Conseil de sécurité par rapport à cette mission onusienne, est-ce que notre diplomatie a encore failli à sa tâche? Parce qu'on a vu Raymond Tshibanda vraiment plaider pour le retrait, même un tout petit peu des forces onusiennes, mais niet, hein, le nombre des casques bleus reste en tout cas le même, et ils sont là, ils restent. Hein. Notre diplomatie est très forte. Dans la tête de l'Occident, la RDC doit disparaître. Tout ce qui se passe au Conseil de sécurité, c'est du théâtre. C'est de la mascarade. Il y a des livres. Quand on tient certains politiques congolais ici, ils sont allés interroger Herman Cohen, qui oublie que Herman Cohen, c'est lui le parrain de la balkanisation. Et à ces gens-là, vous allez demander à la population... de certains leaders. Et c'est à ces gens-là que vous allez demander à la population de les mettre sous la tête de ces pays, quand on va nous demander la démocratie, quand on va nous demander l'alternance, alors que vous savez que l'Occident, mon frère qui est là-bas, Kadé le sait que le parrain de la balkanisation, c'est Cohen. Et lorsque Kagame reste au pouvoir, vous pensez que Kagame reste au pouvoir par la simple volonté des Rwandais? Non, c'est pour impulser les plans de l'Occident. La République démocratique du Congo, elle est trop vaste, elle est trop riche. Une République démocratique du Congo unie, l'Occident n'aura pas à mettre la main mise sur l'Afrique. Il faut morceler la République démocratique du Congo. C'est à nous, peuple. Lorsque je dis ici qu'il y a certains dirigeants à qui on ne peut pas confier le règne de ce pays, on ne l'a pas dit par haine. Il y a ceux qui sont allés consulter Herman Cohen. Herman Cohen qui est le père de la balkanisation du Congo. Et l'instrument, puisqu'il a évoqué la Bible, j'évoque la Bible. Lorsque Jésus-Christ dit, lorsque vous aurez appris la chose immonde dont a parlé le prophète David, prenez fuite, allez dans les montagnes. La chose immonde, c'était quoi? C'était l'Empire romain qui est venu mettre le désordre en Palestine. Aujourd'hui, quelle est la chose immonde qui met le désordre? 20 ans, un médecin qui n'arrive pas à guérir une plaie, 20 ans, et vous renouvelez chaque année le mandat. Je te donne, je vous mets tous au défi. Même là, tous les Congolais, je les mets au défi. Une année, n'est-ce pas? Renouvellement de mandat, une année. Nous sommes au mois de mars. N'est-ce pas? Avril. Nous avons renouvelé au mois de mars. Exactement. Lorsque nous arriverons, pas en mars prochain, au mois de février ou janvier, vous allez entendre les bottes au Kivu. Pour que l'on puisse encore renouveler le mandat. Pour qu'on renouvelle le mandat. Qui oublie le concept no Kunda, no job? C'est venu de qui? Kunda en plein Kivu, encerclé par la MONUSCO, en train de tuer les Congolais, exporter les minéraux, destination Rwanda. Les conseils de sécurité en train de regarder. Et vous allez me dire que ces gens-là qui vont dans les chancelleries, voilà là où le concept de la monarchie nous revient, le non-respect des textes. Puisque là, on ne peut pas brader notre pays vis-à-vis des multinationaux qui veulent mettre ce pays en pâture. Joël Kadé, c'est vrai que les propos étaient très forts. La MONUSCO se plaint, en fait se justifie, et la MONUSCO est là pour sécuriser, parce que la situation n'est pas encore stable. Il y a des poches de résistance partout ailleurs. Mais là, elle qu'ils cèdent leurs armements au FARDC. Elles apportent leur appui logistique au FARDC. Elles aident aussi la population dans certains, le côté social et tout ça. Il y a même des politiques qui se lèvent, qui disent que non, là, on n'est pas encore prêt à faire partir cette mission de la RDC, parce que si la MONUSCO quitte le territoire national, eh ben, c'est le chaos. Madame, j'ai entendu des propos extrêmement gravissimes sur ce plateau, que je n'aimerais pas revenir, que la MONUSCO soit en train de préparer la balkanisation. En effet, je vous informe que j'ai
écrit un ouvrage, peut-être bientôt qui va sortir. Elle ne prépare pas, c'est un instrument d'exécution. La balkanisation. C'est un instrument d'exécution. Depuis 2000 que je suis sur les études, je sais que le plan de la balkanisation est là. Mais je ne peux pas croire que la résolution 2277 puisse entrer dans le cadre de ce plan de balkanisation. Je dis non, faux et archi-faux. Qu'est-ce qui se passe chez nous lorsque vous regardez? La première chose qu'il faut relever est que la diplomatie congolaise a échoué. Faux. Il n'y a pas deux, trois mots à le dire. Écoutez, la diplomatie, c'est quoi? La diplomatie, ce n'est pas le jour où on rédige la recommandation, la résolution. La diplomatie, elle est souterraine. Il avait fallu négocier en particulier avec chacun des pays, 5 membres du Conseil de sécurité, et discuter au même moment avec les 10 autres membres non permanents du Conseil de sécurité. Est-ce que notre diplomatie, notre ministère des Affaires étrangères, l'a-t-il fait? L'a fait. S'il vous plaît, mon frère, vous n'êtes pas porte-parole de Chibanda. Hein? À ce que je sache. Non, je ne crois pas. Non, vous êtes à l'Assemblée nationale où vous avez agressé mon cher. S'il vous plaît. Donc c'est justement pour vous dire, même s'ils ont pris contact, ils ont échoué. Parce que la résolution a été votée à l'unanimité, madame. Il n'y a même pas eu un seul pays qui a dit non. Pas même notre, celui que l'on croit qu'il nous soutient, même notre soutien légendaire, il n'a pas apporté son vote à notre faveur. La Chine n'a pas apporté son vote à notre faveur. L'URSS, l'ex-URSS, la Russie, n'a pas apporté son soutien à notre faveur. C'est justement pour vous dire que lorsque dans la diplomatie, on ne prend pas des diplomates de formation, des diplomates bien formés, des experts, pour savoir comment est-ce qu'il faut entrer en profondeur, aller être souterrain pour recueillir ça, c'est là où nous avons échoué. C'est la première chose. Parce que cette résolution, je vous dis madame, j'ai fait les relations internationales, elle viole même la charte des Nations Unies. Expliquez. En ce que, quand vous lisez toutes les recommandations, vous sentirez, je suis en face du journaliste parlementaire, vous sentirez comme si ce sont des recommandations qu'un parlement donnerait à un gouvernement du même pays. Donc, ça viole l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies qui stipule, je cite, donc les Nations Unies ou les autres, vous ne pouvez pas vous immixer dans les affaires domestiques, les affaires internes d'un État. Mais là, on parle de quoi? Ce sont les Nations Unies qui recommandent à la RDC à organiser les élections dans le délai. Ce sont les Nations Unies, le Conseil de sécurité, qui demandent à la RDC de convoquer le dialogue. Donc, vous comprenez, ça, ce sont les affaires purement domestiques. Et lorsque les Nations Unies prennent pratiquement cette hauteur pour parler à votre gouvernement, vous devriez faire très attention, comme mon confrère l'a dit. Vous devriez faire très attention, c'est que ces gens ici n'ont plus du respect pour vous. Ces gens ici ne vous respectent plus. Et en conséquence, parce que nous sommes un pays où il y a les intérêts de toutes les nations. Je vous rappelle que notre pays a commencé à être indépendant avant l'indépendance. Ça a été l'État indépendant du Congo que l'on a confié à un monarque pour dire que c'est une nation multinationale. C'est-à-dire tout le monde pouvait y entrer. Nous avons les intérêts des Américains ici, nous avons les intérêts des Chinois, des Japonais, des Britanniques, nous avons les intérêts des Rwandais ici chez nous. Nous avons nos frères Rwandais qui ont leurs intérêts ici parce que la GECAMI, nous l'avons construite ensemble avec les Burundais. Alors, il faudrait que la personne qui doit gérer la RDC et celui qui conduit les affaires étrangères, la diplomatie congolaise, comprennent cette dimension multinationale de la gestion de la RDC. Nous sommes différents du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, on peut dire non, ça soit à donner le pétrole à la France, à Hollande et consorts, ça s'arrête là. Mais chez nous, vous pouvez vous entendre avec la Belgique, vous pouvez vous entendre avec le roi, mais la France vous dit non, la Chine vous dit non, et la Chine vous dit, ok, comme vous faites ça, moi je donne les armes aux gens de Chikapa pour qu'ils commencent une rébellion à partir du Kassai. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que l'on comprenne qu'on adapte maintenant, qu'on n'engage pas un bras de fer. C'est un conseil que je donne au gouvernement. Qu'on n'entre pas dans la politique de flatterie pour flatter le chef de l'État. Non. La dynamique externe, la dynamique internationale a une forte pesanteur aujourd'hui sur la dynamique interne. Et en conséquence, il faudrait qu'on adapte, on fasse l'adaptabilité de la dynamique internationale qui paraît défavorable à nous par rapport à la dynamique interne. C'est le problème.
problème. Mais là, vraiment, le dernier tour de table, c'est par rapport à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été proposé après le conclave du G7 comme le probable candidat à la présidence. Il a les critères, il a été choisi par un groupe de gens qui estiment qu'il a les faveurs quand même de la population. En fait, je dirais que ceux qui l'ont choisi savent pourquoi ils l'ont choisi. Moi, personnellement, je doute fort. Quelles sont vos raisons? Pourquoi vous doutez que Moïse peut être un futur candidat, un futur président de la RDC? D'abord, il doit être en mesure de mettre toute l'opposition d'accord. Ce qui n'est pas facile quand on sait que chaque parti politique a déjà son candidat. Martin Fayulu, candidat de l'ECD, Vital Kamerhe est candidat de l'UNC, et le secrétaire général de l'UDPS vous dira qu'il était le candidat naturel de l'opposition. Il faut d'abord commencer par convaincre Etienne Tshisekedi qu'il accepte la candidature. Ils sont d'ailleurs à Bruxelles pour ça. Tout le monde. Ce qui ne sera pas chose facile. En tout cas, Moïse Katumbi a encore un grand travail à faire. Mais il n'a pas encore donné sa position officielle, puisque Romain Rolland, il n'a pas encore donné sa position officielle. Avant que le G7 ne prenne cette décision, ils étaient à Lubumbashi. Mais officiellement, puisque Romain, il n'a pas encore dit oui. Bon, vous savez, quand vous êtes un homme politique, il faut savoir s'assumer, n'est-ce pas? Il faut savoir s'assumer et savoir ce que vous voulez. Leur départ de l'AMP, de la majorité, c'est la conséquence de ce que nous avons. Mais je voulais un peu rebondir sur ce que... En quelques minutes, parce qu'il nous reste vraiment quelque chose. Ce que mon frère a dit. Vous savez ce qui se passe à Brazzaville? S'ils ont perdu, vous avez vu que le pouvoir avait un seul candidat. Un seul. Ils étaient combien? 9. 9, je crois. Ce sont les voix dispersées. Ça, c'est premièrement. J'ai suivi mon frère qui a dit, lorsqu'on veut gérer ces pays, il faut prendre l'autre angle international, de la dynamique extérieure. Moi, je persiste à dire, cette dynamique-là, ce n'est pas pour vous faire les cadeaux. C'est pour vous fragiliser. Même ceux qui viendront là, aujourd'hui là, où est-ce qu'ils concoctent leur candidature? À Bruxelles. Ce n'est pas à Kabeyakamanga, ni à Kabinda chez moi, ni à Lubumbashi. Ils sont à Bruxelles. Certains nous ont envoyé les vidéos, ils sont au Parlement français. Mais vous pensez que lorsque vous aurez le pouvoir ici, ces gens-là vont croiser les bras et vous disent, bon, c'est l'alternance. Nous allons revenir dans les mêmes cycles. C'est là où je me dis, madame, excusez-moi. Oui, je me dis, j'en appelle au peuple congolais. J'ai toujours dit et soutenu, cette constitution, la nôtre ici, il faut commencer par la déchirer. Réunir toutes les intelligentes congolaises, les mettre soit à Kinzamvouete ou à Kabeyakamanga, enfermer rien que le Congolais, sans d'autres nationalités, rien que le Congolais. Faites-nous un texte selon nous, Congolais. Ça, c'est un. De deux, les partis politiques. Non, madame. Nous en avons 678. Au nombre des partis politiques, au nombre des tribus congolaises. S'il vous plaît, je termine. Il reste, on est à la fin. Et ces partis politiques, vous allez trouver les sociaux-démocrates avec les libéraux dans une plateforme. Vous trouvez les socialistes dans l'AMP, les socialistes dans l'opposition en train de se regarder en chaîne de violence. Est-ce qu'ils défendent le projet de société ou le défendre le pouvoir pour le pouvoir? Joël, vous allez conclure. Moïse Katumbi peut-il être le candidat unique de l'opposition? A-t-il la chance d'être ce candidat unique? Parce que Pius l'a dit, aller en ordre dispersé, c'est donner vraiment, c'est perdre presque automatiquement. Madame, je n'ai jamais parlé des hommes, je parle des principes. Il sera candidat unique sur base de quoi? Même lorsqu'il a parlé qu'il aura les primaires, tout ça. Il a proposé les primaires. Les primaires, c'est lorsque vous êtes d'une même formation politique, vous êtes dans une norme idéologique unique. Mais vous allez défendre les primaires. Vous savez, le truc de G7 aujourd'hui, c'est comme les gens. Quel est le projet des sociétés de G7? C'est tout simplement non au glissement. Mais ces gens n'ont jamais dénoncé la mauvaise gestion de la Kabylie. Ils ont volé ensemble. Ils ont mangé. J'ai dit voler. Je prends. C'est une anecdote que ma consoeur Gudule Boali a faite. Il dit balayer ensemble.
ils ont mangé, ils ont pris le dessert, ils ont même pris la sieste. Alors quand ils se réveillent, ils disent non, maintenant là, on veut nous ravir les morceaux, alors on tourne de l'autre côté. On récupère les discours qui étaient dans la bouche de l'opposition. Ça devient leur discours. Et on vous dit non, on va organiser les primaires. Et bien plus vite, ils annoncent leur candidature. C'est bien. C'est trop tôt? Non, ce n'est pas trop tôt. Avec un gouvernement comme le nôtre, je puis les appuyer dans la mesure où c'est peut-être un stimulus pour dire nous sommes prêts à aller. On doit y aller. Vous devriez savoir que les élections, c'est aujourd'hui. Ça peut faire partie d'une stratégie. Et ça peut également faire partie d'une communication pour qu'il reste dans l'actualité. Voilà que nous parlons d'eux, on ne parle pas de Panama Papers, pourtant c'est une actualité. Hein? Ça dit ils ont préféré rester dans l'actualité. Mais là où ça pêche, c'est lorsque ils n'ont pas un programme. Je crois, la RDC a besoin d'un homme qui peut considérer la dynamique multinationale de ce pays, qui peut avoir une intelligence et une expertise internationale. Je crois que si on comptabilise tous les candidats qui se sont annoncés, en tout cas pour moi, je crois, si je peux parler comme citoyen, c'est Freddy Matungulu. Voilà, c'est ça. Je vous en prie. Nous sommes ici. Nous sommes à la campagne ici. On n'a pas encore convoqué le corps électoral. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci donc à vous, mes chers confrères. Merci à Georges F. Mwanza de Vision Info, à Pius Romain Roland du groupe L'Avenir et à Joël Cadet d'Impact News. Merci à toutes ces intelligences. Nous avons débattu de 2 grands thèmes. Dans les 3, nous avons quand même eu le temps de débattre de la situation à Brazzaville, de la résolution 2277 et de Moïse Katumbi. Et bien, merci à vous, en tout cas, les followers qui me suivaient dans les réseaux sociaux. Merci à Maïlo Bumba et à Gilles Tibambe pour le volet technique. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, le mercredi prochain avec d'autres confrères, bien sûr, pour notre web presse.